Aujourd'hui, Beligh Nabi, c'est très intéressant ce que vient de nous dire notre correspondant TF1 LCI ici. Personne n'a intérêt à ce que cet embrasement régional voit le jour, à ce qu'il y ait un ouvre-front qui s'ouvre. Alors à quoi bon? On a presque envie de vous demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de com'? C'est le jeu de celui qui bombera le torse plus haut que l'autre? Oui, côté israélien, il y a cet épisode du 7 octobre qui a manifesté finalement, qui restera comme une défaillance et un signe de faiblesse. Et cette idée même est insupportable du point de vue de l'armée israélienne. Et donc, pour tenter de la neutraliser, il y a cette offensive, en tout cas cette posture plutôt agressive vis-à-vis du Hezbollah, qui, lui, n'a pas vraiment les moyens d'assumer une guerre frontale. Pas plus armés, pas plus formés, pas les moyens d'assurer la guerre contre Israël, vous pensez vraiment? Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la même position qu'en 2006, lorsqu'ils ont réussi, pour le coup, à relever le défi, parce que l'assise sociale et politique n'est plus aussi forte, la légitimité du Hezbollah au Liban n'est plus aussi forte, il n'y a plus ce soutien populaire, et puis il y a surtout l'affirmation au côté israélien de vouloir réaffirmer une domination militaire qui signifierait en cas de guerre l'écrasement du Liban, tout simplement. Quand même une petite précision, parce que dès lors qu'on parle de cette région, il y a cette tendance qui consiste à oublier, à mettre de côté le droit international. C'est-à-dire là, tout ce qu'on entend depuis le début, on a l'impression d'assister à un western, comme s'il n'y avait pas de droit international. Israël frappe Beyrouth, frappe Damas, écrase Gaza, comme si tout cela était finalement s'inscrivait dans une forme de logique qui s'inscrirait au-delà des lois internationales. Alors et le droit? Il y a un problème. Et le droit, parce que c'est aussi votre spécialité, et le droit derrière tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il est incroyable, parce qu'on parle du Hezbollah comme si c'était un État. En fait, on parle du Liban. Le Liban, a priori, est un État souverain. Et Beyrouth est frappé comme si finalement tout cela était normal. Encore une fois, Damas aussi a été bombardé et Gaza est écrasé. Alors justement, vous parlez de Gaza, vous me tendez un pont magnifique et je vous en remercie parce que des nouvelles frappes hier soir d'Israël sur Gaza. Gaza qui est dans une situation absolument dramatique, la ville est détruite, l'ONU va même plus loin, elle serait inhabitable. On va se connecter avec Gaza si vous le permettez. Soyez le bienvenu, Nabil Diab. On sait que la connexion n'est pas évidente aujourd'hui. Vous êtes en direct de Gaza et on est vraiment ravis de maintenir ce lien qui nous rassemble, vous et nous aujourd'hui. Monsieur, d'abord peut-être le bilan de Gaza aujourd'hui, ce que vous voyez quotidiennement, ce que vous voyez lorsque vous ouvrez les fenêtres, que vous sortez dans la rue, racontez-nous. Bon, je vous entends très mal, mais j'ai compris à peu près. Je suis à Gaza, à Deir el-Balah. J'ai déplacé de Gaza le 13 octobre. Le 13 octobre, j'ai déplacé de Gaza. Donc, je suis à Deir el-Balah, exactement à l'hôpital Shuhada al-Aqsa. La situation à Gaza est vraiment catastrophique. Et surtout, ces derniers 72 heures, ces derniers 3 jours, la majorité des habitants du sud de la bande de Gaza, je veux dire moi, Deir el-Balah, les camps de réfugiés, Al-Nusayrat, Al-Maghazi et El-Bridge, ont décidé de déplacer vers le Rafah. Donc, vous pouvez imaginer que une ville de Deir el-Balah qui contient 170 000 habitants est devenue maintenant plus de 800 000 habitants et qui ont décidé d'un seul coup de y aller vers Rafah. Rafah contient maintenant à peu près 1 700 000 habitants. Donc, c'est une catastrophe humanitaire. Il y a une crise humanitaire. Avant-hier, le jeudi, la France et la Jordanie ont fait ils ont lancé des aides humanitaires à Khan Younes pour des aides humanitaires et sanitaires pour les habitants de Khan Younes. Donc la situation est vraiment s'augmente minute après minute, bombardements partout, des massacres chaque minute. Je suis à l'hôpital et à chaque minute, on reçoit des cadavres, on reçoit des morts, des blessés. Donc tout le monde veut et cherche la sécurité. Ils veulent que la guerre s'arrête immédiatement. Il faut qu'il y aura une puissance mondiale pour arrêter ce génocide.
Merci beaucoup Nabil Diab, merci d'être avec nous. Je ne vous retiens pas plus parce que je sais que c'est très difficile pour vous de pouvoir témoigner aujourd'hui en direct et que la connexion n'est pas bonne, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, habitant donc de Gaza. Dernière minute, elle est pour vous. Mélina, allez-y sur ce sujet. Non, mais il y a à la fois l'urgence qui est d'ordre humanitaire et puis il y a la mise en perspective nécessaire qui est forcément d'ordre politique. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui obsède encore Benjamin Netanyahou, qui est quand même à la tête des opérations menées à Gaza, c'est le registre purement militaire. Un registre militaire sans limite dans la mesure où les objectifs de guerre tels qu'ils nous sont présentés demeurent toujours les mêmes depuis le début, à savoir la destruction du Hamas. Et on a bien compris avec le temps que ça n'avait pas vraiment de sens dans la mesure où c'était une fiction et que ça lui permettait à la fois de offrir, si j'ose parler ainsi, un blanc-seing, et en même temps de se maintenir au pouvoir. Donc on a quand même une forme de cynisme qui anime la démarche actuelle à la tête de l'État israélien, et les paroles venues de Washington ou de l'Élysée sont complètement inaudibles, et je vous donne rendez-vous pour le prochain séjour du secrétaire d'État Blinken en Israël, qui se soldera de la même manière que les précédents, à savoir finalement une fin de non-recevoir. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on part cette fois.